Aujourd'hui, on se retrouve ensemble avec Romuald, Anne-Laure et Gilles sur une thématique et autour d'une table ronde qui nous est chère, c'est autour des sols vivants. Et avant de commencer ces échanges et de répondre à vos éventuelles questions, je propose à chacun de se présenter. Et on va commencer par Anne-Laure, honneur aux dames. Anne-Laure, tu as commencé ta carrière professionnelle en tant qu'institutrice et tu faisais grandir des enfants. Il y a 2 ou 3 ans de ça, tu as décidé de faire grandir des fleurs et tu as commencé à la ferme du Recueil, justement à Villeneuve-d'Ascq, avec 400 mètres carrés qui ont évolué au fur et à mesure. Et aujourd'hui, tu t'approches les 2000 mètres carrés. Tu te considères d'ailleurs comme une floricultrice et qui a une ferme florale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi ça correspond, cette ferme florale? Qu'est-ce que le métier de floricultrice? Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Très bien, vaste sujet. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, je dis toujours que je suis floricultrice parce que je fais une différence entre le métier d'horticultrice ou horticulteur et le métier de floricultrice. Mon métier, c'est de cultiver et aussi d'utiliser en fait ce que je cultive et donc de créer des compositions, des bouquets, etc. avec les fleurs. Je travaille aussi les aromatiques et les fleurs comestibles, donc il y a aussi une dimension... il y a le végétal qui se mange et le végétal qui s'observe et qui fait le beau. J'ai ce projet depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, je suis passionnée par le fait de commencer par une petite graine qui en fait arrive ensuite à une plante qu'on peut observer pendant des jours. Voilà, je suis assez passionnée par ça et j'ai décidé d'en faire mon métier. Il y a du coup ce côté passion par l'acte finalement de créer quelque chose, de travailler avec la nature. Et puis aussi, il y a le côté vraiment relocalisation en fait, de la fleur, parce que c'est un sujet aussi qui est important pour moi, c'est aussi la préservation de l'environnement. Et en fait, actuellement, c'est quand même 80% des fleurs que l'on trouve sur le marché qui viennent de très très loin. Je pense qu'on en parle de plus en plus, il y a eu de très bons reportages là-dessus. Et voilà, mon but c'est aussi comme on l'a fait avec les légumes finalement, de savoir d'où ça vient. On essaye de cultiver à proximité, de façon pérenne aussi. En fait, c'est ce que je veux faire avec les fleurs. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et alors du coup, de la fleur locale, tu disais, comment ça se traduit? Où on la trouve? On peut la trouver donc dans des restaurants sur la métropole lilloise, quand on la veut dans l'assiette. Et ensuite, quand on la veut chez soi, il suffit de passer commande. On peut venir aussi à la ferme. Moi, ça me permet de vous expliquer un peu comment je travaille. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur d'expliquer, d'apprendre aussi aux autres. Donc il faut aussi que ça puisse rentrer dans mon activité où j'ai beaucoup de choses à faire, donc souvent c'est sur rendez-vous. Et puis j'ai aussi plein de partenaires sur la métropole qui me permettent en fait de laisser des bouquets. Comme ça, vous pouvez vous-même aller les chercher. Et voilà, c'est aussi le principe d'éviter les impacts sur l'environnement que de réduire les trajets, voilà, les livraisons. Donc il y a plein de solutions possibles. Donc pas de magasin, mais on peut trouver les fleurs dans pas mal d'endroits. Et tu parlais de fleurs comestibles, on peut manger de tout? Ah, absolument non. Donc c'est pour ça que je précise toujours qu'il y a les fleurs qui s'observent, que j'appelle ornementales, et puis les fleurs comestibles. Alors il y a des fleurs qui sont très toxiques, donc je précise toujours, même quand elles sont dans des bouquets ou c'est plutôt des bouquets ornementaux, je dis quand même quand il y a quelque chose de toxique. C'est aussi le principe de s'informer, de ne pas cueillir n'importe où. Voilà, il y a plein de petites choses à raconter là-dessus. Et alors, est-ce que peut-être que certains d'entre nous ont la chance d'avoir des jardins fleuris? Est-ce que dans notre jardin, on a peut-être des fleurs qu'on peut déguster autour d'un beau gâteau le dimanche midi? Très certainement. Il y a des choses assez faciles quand on a déjà un petit potager. Souvent, les gens ont de la capucine. Après, il y a le cosmos. Il y a énormément de choses. La pensée? La pensée, qui est très jolie, qui a une saveur très légère. Donc en fait, il y a aussi les fleurs qui sont belles et qui vont vraiment apporter de la beauté dans l'assiette, qui vont faire sourire, qui se mangent, mais parfois qui n'ont pas une saveur détonnante. Mais ça fait aussi partie d'un plat que d'avoir des équilibres. Donc il y a plein de façons possibles d'utiliser ces fleurs. Très bien, merci beaucoup. Si on revient par rapport à ton activité, tu es seule sur cette activité. Aujourd'hui, tu approches les 2000 m². Comment ça fonctionne pour toi au quotidien?
comment tu mets en place justement cette activité et comment tu fais? J'ai beaucoup de casquettes. J'ai beaucoup de casquettes, donc une entreprise où on est seul, on fait de la communication, on fait de la relation client, on fait des livraisons, et puis il y a toute la partie culture aussi, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir un planning toujours organisé de la même façon, donc s'il y a un souci sur un tuyau, il faut que je file chez Leroy Merlin pour ne pas citer, mais effectivement il faut que je file pour réparer ça, donc c'est un métier très intéressant, et c'est pour ça que je disais que je le construisais aussi, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas un métier qu'on apprend de cette façon-là dans une école, et donc voilà, je le construis au fur et à mesure. Une grande partie est destinée clairement à la culture, et puis après il y a toute la partie voilà, qui est de vendre mon produit, donc comment je fais pour pouvoir le vendre. Voilà, ce que tu as... J'ai répondu à la question. Très bien, merci, mais il n'y a pas de mauvaise merci Anne-Laure. Je propose qu'on passe à Gilles qui est à ta gauche. Gilles, ça fait plus de 20 ans que tu travailles chez Gérard Bertrand. Oui. Et 20 ans passés sur le marché de la biodynamie et d'accompagner justement cette marque Gérard Bertrand dans la biodynamie. Est-ce que tu peux nous présenter Gérard Bertrand en quelques mots, justement? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont tes actions et comment ça s'inscrit durablement dans une démarche de production en biodynamie depuis 20 ans? Parce qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Bonsoir à tous. Le groupe Gérard Bertrand, c'est une entité en viticulture basée essentiellement sur le département de l'Aude et de l'Hérault, qui regroupe à l'heure actuelle 17 propriétés, réparties majoritairement sur ces deux départements. Et la dernière propriété est rentrée dans la structure juste avant les vendanges. Elle se trouve à Cahors, donc un petit peu excentrée par rapport à notre écosystème. Donc c'est beaucoup d'hectares maintenant, mais c'est surtout 17 écosystèmes, 17 entités complètement différentes. On aura là, je pense, le moyen de détailler un petit peu. Pour faire simple, 26 cépages, 14 appellations différentes, toutes conduites dans une démarche bio et biodynamique, qu'on détaillera, je pense, un petit peu plus tard. Une démarche qui n'allait pas de soi au départ. On s'est essayé il y a une vingtaine d'années de manière assez prudente, parce que on ne parlait pas du bio et encore moins de la biodynamie comme on en parle maintenant. C'était très connoté, il y avait beaucoup de préjugés par rapport à cette démarche-là, pourtant très belle démarche. Donc on s'est essayé sur 5 hectares, une parcelle qu'on a coupée en deux, moitié en bio, moitié en biodynamie, et puis on s'est laissé le temps d'appréhender cette nouvelle démarche et de voir les résultats qui s'opéraient au niveau du sol, au niveau du développement de la plante, et puis après l'équilibre des raisins et les vins qui en sont issus. Et bon an, mal an, en 5 ans, on a reconverti l'ensemble de la propriété. Et c'est quand on a commencé à en parler à nos clients, à nos distributeurs, que ces gens-là nous ont demandé de rentrer dans une démarche de certification qui pour nous n'allait pas de soi. Donc maintenant l'intégralité de ces propriétés sont dans une certification Déméter qui certifie certaines pratiques biodynamiques. Le mot certification dans ces démarches-là est assez réducteur, contraint un petit peu, alors que la démarche est plutôt une démarche d'émancipation et de liberté et d'adaptation, boîte à outils d'adaptation par rapport à son ressenti et par rapport à sa réalité de travail. Au bout de 7 ans, on a commencé à lancer cette démarche-là sur d'autres propriétés et de fil en aiguille, on a reconverti l'ensemble de ces propriétés-là. Donc, ce qui fait un ensemble de maintenant 900 hectares, mais surtout 17 domaines, 750 parcelles. Et cette notion de 750 parcelles est très importante pour nous parce qu'on va essayer d'interagir avec chacune d'entre elles. Et c'est tout le côté un petit peu périlleux mais passionnant de cette démarche. Il n'y a rien, on a tendance à dire que dans ces démarches-là, small is beautiful. Le fait de faire petit, on fait forcément mieux, mais on peut avoir une démarche différente, vraiment s'adapter à chacun des individus, parce que cette notion d'individu est importante quand on touche à la réalité du monde du vivant, et d'interagir individuellement, personnellement, avec chacun d'entre eux. Et dans cette démarche-là,
la capacité qu'on a à observer et à interagir de manière juste permet d'avoir des résultats qui sont forcément différents et de faire une spécificité de chacune de nos parcelles. Et alors, qu'est-ce qui, il y a 20 ans, a motivé Gérard Bertrand, le groupe, à se lancer dans cette démarche en biodynamie et peut-être, du coup, découler, qu'est-ce que concrètement c'est la biodynamie chez vous, chez Gérard Bertrand? Alors, déjà, donner une définition du mot biodynamie est forcément quelque chose de périlleux. Le fondateur, Rudolf Steiner, a posé les bases de ce concept agricole, de cette façon culturelle, on va le dire comme ça, à la toute fin de son existence, en 1924, sorti de la Première Guerre mondiale. Il décède 9 mois après. Force est de constater que presque 100 ans après, c'est-à-dire l'année prochaine, on est toujours en train d'adapter, d'essayer de comprendre l'intuition de cette personne. Et force est de constater qu'on n'a pas forcément tout compris. Et donc il y a un côté, et ça fait aussi le côté passionnant de la démarche. Il va exister autant de biodynamie qu'il existe de biodynamistes. Et c'est tant mieux parce que c'est une démarche qui est forcément quelque part passe par une démarche personnelle et dans sa façon de ressentir et d'interagir avec son environnement. Et donc forcément cette façon d'interagir est nourrie par sa propre histoire et par sa propre faculté à observer, comprendre et interpréter ce qu'il observe. Anne-Laure le disait à l'instant, le mot observation est une réalité importante dans cette démarche de la... Ça fait 2 fois que j'entends ce mot. Je pense qu'on va le répéter dans la... Je pense que bon nombre de fois autour de cet événement. Merci beaucoup Gilles. Romuald. Bonjour Romuald. Bonjour. Tu es maraîcher à Hanté, Romuald. Tu es maraîcher à Hanté dans les WEP et tu es le maraîcher de l'AMAP des WEP depuis 15 ans, le premier AMAP du Nord-Pas-de-Calais, qui aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, nourrit 70 foyers. 70 paniers, une centaine de foyers voilà. Environ. Et à côté de ça, tu es engagé dans la transmission des savoir-faire agricoles au niveau du lycée horticole de l'Homme et très engagé même dans l'association Atelier Paysan. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est cette exploitation à Hanté et comment fonctionne l'AMAP des WEP, un AMAP un peu particulier du fait de son historique, les grands principes, les organisations et quels sont les impacts au quotidien avec les AMAPiens et toi? Okay. Donc ouais, je suis installé sur une parcelle en maraîchage d'1,2 hectare, donc qui est potentiellement une micro-parcelle si on prend les tailles de ferme en agriculture ou en région, on tourne plutôt à 80-90 de moyenne, avec un principe du départ, c'était de limiter tout ce qui était gaspillage, que ce soit du gaspillage alimentaire, du gaspillage de temps, que ce soit du gaspillage d'énergie, donc de mettre en place des choses sur la ferme pour que ça soit vivable, simplement de travailler sur ces petites surfaces, viable aussi économiquement, de pouvoir se tirer un salaire, et d'avoir un système en fait où du début je savais que j'allais pas faire que du maraîchage, parce que une ferme qui fonctionne bien, c'est une ferme qui a plein de casquettes différentes. Et si on spécialise, même en maraîchage, alors qu'on fait 40 légumes différents, si on ne fait que du légume, on va forcément attirer les problèmes spécifiques aux légumes. Et du coup, ça a toujours été dans l'idée d'améliorer en fait la ferme dans ses pratiques. Donc avec la mise en place d'arbres, donc d'agroforesterie, où je pense qu'on peut avoir autant de définitions d'agroforesterie que de biodynamie par rapport à ceux qui la pratiquent. Et avec l'intégration dans les cycles maraîchers d'élevage de poulets de chair. Donc en poulet de chair, tout est labellisé en bio. C'est une des marques qui a été choisie justement avec les AMAPiens. C'est plus au début pour se différencier de ce qui se faisait autour. Je suis quand même entouré de parcelles en conventionnel. Donc plus pour se protéger de l'extérieur plutôt que d'être sur un argument commercial avec les AMAPiens. Tous les projets sur la ferme, à chaque fois, c'est dire un atelier qui génère un déchet, est-ce que ce déchet ne peut pas devenir une matière première pour un autre atelier? Et du coup, d'avoir une complémentarité des différentes activités de la ferme
pour qu'il y ait le moins possible de matières qui doivent rentrer sur la ferme et potentiellement qu'il y ait le moins possible de déchets qui doivent en sortir. Du coup, les poulets sont pas mal parce que par rapport au maraîchage, ils vont pouvoir manger une bonne partie des déchets de culture, ils vont faire du nettoyage, ils vont faire de la désinsectisation, largement mieux que nous avec n'importe quel moyen. Et agronomiquement, en fait, le fait de réintégrer du vivant dans des circuits de production, et du vivant, non pas des litières d'animaux qu'on vient ramener sur les parcelles, mais directement les animaux sur les parcelles, on a un impact agronomique qui est direct quoi, sur 3 ans, entre la parcelle qui a, avant d'avoir les poulets, pendant les poulets et après les poulets, on voit tout de suite une structuration du sol qui est complètement différente. Donc ça, pour avoir cet équilibre sur la ferme, avec donc mon installation, elle s'est faite en même temps que la création de l'AMAP. Donc AMAP, Association du maintien de l'agriculture paysanne. Donc au niveau de l'AMAP des web, on est un peu classé comme étant un peu extrémiste, dans le sens où les AMAP, ça s'appuie sur une charte et qu'on applique à la lettre cette charte. Donc à partir de là, ça gêne certains qui prennent des petites, des petites souplesses sur les applications des règles, mais avec un principe fort, c'est une transparence. Donc d'avoir, que ce soit une transparence économique, le prix du panier est fixé par rapport aux charges de la ferme et pas par rapport aux produits qu'il y a dans le panier. Donc on prend charge de la ferme plus mon salaire divisé par le nombre d'amapiens et on a le prix du panier. On ne se pose pas la question, est-ce qu'une salade ça se vend 1 euro, 1,50 € ou 50 centimes. On le calcule comme ça et c'est vraiment un soutien au projet de la ferme, avec du coup un engagement, pour ma part, de vendre, en tout cas de livrer, puisque du coup ma production est vendue 1 an à l'avance, de livrer la totalité de la production du terrain aux amapiens, qui eux s'engagent à la préfinancer pour 1 an en se partageant les risques, c'est-à-dire que je ne constitue pas des paniers, je récolte ce qui est bon, on divise par le nombre d'amapiens et on a le contenu du panier. On est vraiment sur un partage des risques, c'est-à-dire que s'il y a une calamité, un ravageur ou une saison comme on a eu l'année dernière, un peu plus difficile et qui a moins de production, le panier est moins beau, mais le prix du panier ne bouge pas parce que la survie de la ferme dépend de l'argent qui rentre pour pouvoir payer les charges. Et à l'inverse, en fait, s'il y a une surproduction, le prix du panier n'augmente pas, la surproduction n'est pas valorisée économiquement, elle est distribuée aux amapiens. Et c'est le principe de dire une mauvaise année est compensée par une bonne, une mauvaise récolte sur un produit, il y a toujours autre chose qui marche à peu près bien, et on retrouve un équilibre sur ce système-là. Et alors du coup, l'engagement des amapiens, outre l'aspect économique, au quotidien, ça se traduit comment? Ils t'aident, ils viennent t'aider, ils construisent avec toi peut-être le plan de culture, comment ça fonctionne? Il faut que je fasse attention à ce que je dis, il y en a dans la salle. Ah. Donc le principe, c'est qu'on discute d'à peu près tout, dans le sens où un gros engagement économique sur la ferme, un nouvel outil, un équipement pour pouvoir produire mieux, ou par exemple le projet de planter des arbres fruitiers sur la ferme, ça a un coût. Et que ce coût, en fait, avant de moi dépenser l'argent, on en discute avec les amapiens, simplement parce que tout projet sur la ferme aura directement un impact sur le prix du panier et sur son contenu du coup. Donc la discussion sur le développement de la ferme et le développement des activités de la ferme est fait avec les amapiens. Le choix des légumes, simplement parce que alors là, ça peut être purement égoïstement de mon côté, c'est dire que si on discute avec les gens sur ce qu'ils ont envie d'avoir dans le panier et qu'on essaye de coller au plus possible à ces envies, on a forcément moins de refus de légumes. Donc sachant que les amapiens n'ont pas le choix, ils ont les légumes qui sont récoltés, donc autant s'assurer que ce qu'on produit, ça soit à peu près ce que les gens ils ont envie d'avoir. Et après, du coup, avec les amapiens, l'engagement, c'est de participer à la vie de la ferme, donc sous plusieurs formes. C'est au moment des distributions. Les distributions, moi, je ramène des légumes en vrac, et c'est les amapiens qui se relayent toutes les semaines pour préparer les paniers pour les autres. Et au moment où les gens passent, on ne fait pas une pile de paniers où les gens prennent et ils s'en vont. C'est vraiment l'idée, c'est de recréer du lien. Et aussi sur des temps forts sur la ferme, sur des plantations où on va organiser des ateliers où pendant 3 heures, 4 heures, on va planter tous ensemble. Donc moi, l'idée, c'est aussi de former au fur et à mesure les gens, d'expliquer, de montrer en fait ce que c'est que ce métier de maraîcher qui peut être très obscur quand on ne va pas le voir sur la ferme.
et de partager ce moment-là, de partager un moment convivial, parce que il y a des Olympiens de plus en plus efficaces, donc le temps de travail et le temps de détente sont tendance à migrer de plus en plus sur du temps de détente. On se fixe un objectif, en général atteignable sur une matinée, et après on passe un moment sympa tous ensemble pour justement créer cette cohésion de groupe. Et ça, c'est les côtés les plus intéressants et les plus importants de la map. C'est pas être juste un circuit de commercialisation, un circuit de vente, mais bien aussi un moment de partage et du coup de partage du projet aussi. Merci beaucoup Romuald. Finalement, vous proposez tous les trois une agriculture en adéquation avec le sol, douce avec le sol, plus à l'écoute de l'écosystème, hein, plus en observation. On l'entend là-dessus, mais concrètement, au fil des saisons, sur les 4 saisons, hein, comment ça se traduit on a du nord, on a du sud. Comment ça se traduit chez vous pour écouter, entendre, observer cette agriculture et adapter le modèle? Alors là, on entendait avec toi, tu apportes notamment avec de la volaille qui va avoir un aspect global. Alors sur les vignes, j'ai moins ce sujet-là. Peut-être que ça peut être intéressant de nous dire qu'est-ce qui va être en apport au niveau de la vigne pour la nourrir au fur et à mesure du temps et des saisons et pour que ce sol soit vivant. Déjà, historiquement, on implante les vignes sur les sols qui sont les plus pauvres d'une région agricole. Les terres les plus riches sont généralement réservées aux céréales. Et les terres les plus détériorées, les plus lessivées, les plus érodées par les intempéries, on y implante la vigne. La particularité de la vigne, comme l'arboriculture, c'est une plante pérenne. C'est-à-dire que quand on implante une vigne, on l'implante pratiquement pour la génération d'après. On est sur une vision à 80 ans si on travaille intelligemment ou de manière cohérente. Donc ces réalités-là induisent déjà pas mal de choses au niveau du choix. Et puis avoir la même culture, on parle de diversité, on parle d'adaptation effectivement sur une année, mais quand on implante une vigne, elle va effectivement être une monoculture de manière assez évidente pendant 80 ans. Donc ça induit des conséquences aussi sur cette vie du sol. On ne va pas pouvoir changer la structure du sol du jour au lendemain. Donc être dans une démarche d'agriculture biologique n'émancipe pas des fondements de l'agronomie. L'agronomie nous permet de comprendre et d'interagir de manière intelligente avec ce fonctionnement du sol. Il existe une somme d'actions différentes mais complémentaires pour arriver à un résultat cohérent. On va suivre effectivement le cycle des saisons. Ça, ce cycle-là est important parce qu'on est dans les processus de vie, on est dans le processus du vivant. On parlait de rotation, la plante qui est une graine, qui est ensuite plutôt dans un archétype feuille, fruit, pour revenir à la graine. Ça, sur les plantes annuelles, c'est évident. C'est également le cas pour la vigne. Et c'est important d'avoir cette évolution et ce cycle d'évolution. Dans l'évolution, pour produire une grappe de raisin, il faut 2 cycles pour produire une vendange. C'est-à-dire que la vendange du mois de septembre, elle est déjà présente dans les bourgeons, elle s'est déjà élaborée de manière embryonnaire à l'été, au solstice. On parlait de solstice, d'équinoxe. C'est des réalités qui effectivement conduisent, régulent, rythment le monde agricole, le monde du vivant. Et effectivement, elle régule ou elle orchestre les différents processus de vie. Et le travail d'un agriculteur, d'un viticulteur qui est dans cette démarche de préserver, de travailler avec le monde du vivant, va être de pousser ces processus par différentes méthodes. La biodynamie utilise des préparations homéopathiques qui montrent leur efficacité. On va utiliser de la phytothérapie, c'est-à-dire soigner les plantes par les plantes. Les plantes ont une faculté de s'adapter à leur écosystème. Cette faculté-là peut aider notre plante cultivée à acquérir de nouvelles capacités d'adaptation. Donc on va travailler avec ces réalités-là. Ensuite, la vie du sol, il est important de se poser la question comment on nourrit notre sol.
et comment ce sol bien nourri va être capable de nourrir notre plante. Ce sont les fondamentaux de l'agriculture biologique, quel que soit son concept, quel que soit son angle d'approche. Ça, c'est le socle commun. Et comment dynamiser cette vie du sol, la préserver et la rendre efficiente pour nourrir notre plante. Et là, on va utiliser la vie même du sol pour nourrir notre plante. Et ça, c'est vraiment un archétype qui est fondamental. Dans toutes les méthodes agricoles, et notamment les méthodes conventionnelles, on n'utilise pas forcément la vie du sol pour nourrir la plante. Et ça, revenir à cette évidence-là, ça change déjà énormément les pratiques. Et donc, adapter les besoins du sol à la nourriture, adapter la nourriture aux besoins du sol. Comment identifier les besoins du sol et comment trouver le bon aliment pour pouvoir bien nourrir son sol. Et ensuite, comment préserver cette vie-là tout au long de l'année, quels que soient les accidents climatiques. Et on est bien conscient à l'heure actuelle que ces changements climatiques, ces alternances climatiques sont de plus en plus brutales. Et comment on est capable de développer une forme de résilience au niveau de la vie du sol, en mettant des couverts végétaux, en mettant une vie végétative pendant une période de l'année qui permet justement à ce couvert de rentrer en symbiose avec la vie du sol, et comment protéger ce sol par une forme de peau protectrice qui va lui permettre de garder une forme d'intégrité et de fonctionnement autonome. Justement, je crois que c'est un des préceptes que toi tu suis, Anne-Laure, justement sur sol couvert. Si tu peux nous donner selon toi ta définition, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait autant de définitions d'agroforesterie que de personnes, exact. Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'agroécologie. Alors quelle est selon toi cette définition et comment ça se traduit chez toi au niveau de ta ferme florale? C'est vrai que moi je parle beaucoup d'agroécologie parce que je me reconnais dans ce terme. L'agroécologie, c'est une vision de système, donc c'est systémique, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération qu'on fait partie d'un tout et que donc chaque élément est important. L'élément économique n'est pas le seul élément important, et donc on va considérer chaque élément, donc de la ferme par exemple, que ce soit les insectes, donc toutes les petites bestioles qui font partie de la vie du sol, enfin du sol et en dehors du sol aussi, et puis on a aussi donc la vie du sol, les végétaux qui sont sur ce sol, on a aussi la prise en compte de l'être humain, donc c'est vraiment tout un système où en fait on fait tous partie de ce système. Donc c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure effectivement que je te rejoins où tu disais qu'il y avait plusieurs définitions pour certains termes, et c'est aussi parce qu'en fait on doit s'adapter à son sol. On parlait beaucoup d'observation et c'est ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire observer pour prendre les meilleures décisions, en sachant que ma valeur suprême n'est pas du coup la valeur économique, c'est que le système fonctionne bien, que tout fonctionne ensemble. Donc comment ça se traduit chez moi par exemple, c'est alors il y a effectivement le principe de couvrir la terre, mais en fonction du moment de l'année, on ne va pas toujours couvrir la terre parce que moi, en tout cas chez moi, j'observe qu'elle est... L'hiver, c'est une terre très humide, donc si je rajoute de la matière par-dessus, l'humidité va s'accélérer. Il y a des plantes que je laisse en terre, en fait, et si je fais ça, elles vont finir par pourrir. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et donc il faut s'adapter à son sol, il faut observer, et donc pas simplement appliquer des préceptes ou des petites recettes qui ne marchent pas, en fait, sur tous les sols. Ce que j'entends tous les deux, ce que vous me dites là, il y a une notion de terroir derrière. On en revient à l'observation. L'observation, le terroir. Tout à l'heure, j'ai entendu une définition du terroir de Gilles que je ne connaissais pas. Alors, il faut savoir que la définition du concept terroir est une invention française. Et la première définition, c'est un Français, et ça ne date pas d'hier. C'est Olivier de Serres, c'est le Théâtre agricole, le premier manuel d'agronomie. Donc, il y a eu 6 éditions entre 1600 et 1636, et qui dit, c'est la définition probablement la plus simple et la plus complète. On a essayé de la copier depuis 400 ans, mais on n'a, à mon sens, pas réussi à l'égaler. Le terroir, c'est la concordance entre l'air, le sol et le complan. Déjà, on est sur une démarche très holistique. L'air, c'est l'effet millésime, mais c'est aussi des influences qui viennent peut-être d'au-delà du millésime, c'est-à-dire des planètes du système solaire qui peuvent interagir sur un plan de vie, sur une tulipe ou sur
ou sur des légumes. Le monde du vivant est organisé et régulé par effectivement des forces qui nous dépassent. Le sol, la terre, effectivement, toutes les notions agronomiques que je viens de citer précédemment, et le complan. Alors, le complan, c'est un mot du vieux français qui veut dire petite plantation, petit végétal. Moi, j'aime y voir dans ce préfixe l'intervention de l'agriculteur, c'est-à-dire à sa juste place. C'est 2 lettres. Et en fait, si l'écosystème fonctionne de manière autonome et harmonieuse, son action ne doit pas être plus importante. Et c'est quand l'agriculteur essaye de prendre trop de place qu'il casse en fait les équilibres, qu'il cherche à imposer sa vision, imposer ses lois, et c'est là qu'il fait plus de dégâts qu'autre chose, sur son sol, sur sa plante et sur sa production. Et avoir cette notion de juste place et travailler avec modestie, avec des forces et des entités qui nous dépassent, ça permet de prendre du recul et travailler plus intelligemment. Merci beaucoup, effectivement. Je rebondis par rapport à la notion de terroir, à la notion d'alimentation du vivant, du sol. Romuald, tout à l'heure, tu nous expliquais que chez toi, un déchet, c'est une ressource, que tu intègres de la volaille pour justement nettoyer des parasites et en même temps amender ton sol. Il y a d'autres... tu es en autonomie, tu fonctionnes en autonomie ou tu as d'autres apports, tu dois apporter d'autres choses? Comment tu nourris ton sol? Alors comment je nourris mon sol? Enfin, avec la présence des volailles sur l'apport nutritif pour nourrir le sol, je suis à 80% d'autonomie. Mais comment dire, dans un système où on produit quelque chose, on ne peut pas être en autarcie non plus. C'est-à-dire que l'autonomie, enfin ouais, j'aime bien, l'autonomie, c'est choisir ses dépendances. Et du coup, le choix que j'ai fait, c'est en mettant en place les volailles, j'ai forcément augmenté ma dépendance à l'alimentation des volailles, que je ne peux pas produire sur ma ferme qui est trop petite, donc à acheter des céréales ou des aliments à d'autres producteurs, mais des céréales qui sont produits plutôt, on va dire, nord de Paris, pour une grande majorité, plutôt que de choisir de garder ma dépendance avec les engrais organiques. Alors avec tout le débat qu'on peut avoir sur les engrais organiques bio, qui sont en grande partie, dès qu'il y a de l'animal dedans, issus d'abattoirs et du coup d'élevage qui ne sont pas forcément en bio. Donc c'est un peu comment dire, l'antithèse de mettre des engrais bio, c'est avoir besoin du coup des élevages intensifs pour pouvoir générer suffisamment de déchets pour faire les bouchons d'engrais en bio. Donc ça me dérange pas du tout de me libérer de cette contrainte-là. Et du coup en fait de réduire en fait le besoin que j'ai en engrais et d'augmenter celle en céréales, simplement parce que je maîtrise beaucoup mieux la provenance et l'éthique qu'il peut y avoir derrière l'alimentation des volailles plutôt que derrière la composition de certains engrais et l'origine des produits animaux de certains engrais. D'accord, merci. Et du coup, par rapport à ça, à cet apport en céréales, tu nous disais tout à l'heure que le prix du panier est fixé à l'année. En cette période d'inflation, de surcoût, de fluctuation des tarifs, est-ce que tu arrives à le gérer d'un point de vue économique? Alors, on l'a géré l'année dernière, du coup, parce que les contrats sont signés de début octobre à fin septembre, et du coup, on discute du prix du panier en juin. Et en juin l'année dernière, au vu des 6 premiers mois de l'année, avec l'électricité qui montait, le gasoil qui montait, les semences qui montent, vraiment, et toutes des choses où on n'a pas la main dessus. On a ouvert, j'ai ouvert 2 pistes, c'était dire on va regarder un peu plus précisément, parce que quand on a une période où on n'a pas de problème économique, on ne regarde pas trop réellement ce qu'on paye. Et quand on commence à regarder un peu plus, à dire à la fin du mois, ça va être un peu plus ric-rac, on va regarder un peu plus précisément, puis on se rend compte qu'on paye plein de choses qu'on ne se sert pas. Donc il y a eu un travail déjà d'aller revoir les factures d'assurance, de voir est-ce que l'assurance que je paye me couvre réellement ou est-ce que j'ai des assurances qui ne me servent plus. Donc une partie juste économie d'échelle, économie justement sur les assurances, économie sur les semences, de mieux gérer le stock de graines pour acheter plus près de ce qu'il faut et pas avoir trop de semences d'avance. Et un autre aspect où avec les Amapiens, on a décidé pour cette année de payer le panier sur 11 mois et de faire un 12e mois en fait qui est un chèque inflation qui sera encaissé en septembre si au moment de l'AG de juin
On va avoir du coup, moi j'aurai ma compta en juin de début octobre jusqu'à, on va dire, fin mai. Je ne pense pas que je ferai la compta du mois de juin en réel, mais on aura 8 mois au réel, 4 mois en prévisionnel, et en fonction des prévisionnels, on décidera en commun s'il faut encaisser ce chèque ou pas. Et du coup, lié à l'inflation. Lié à l'inflation. Du coup, si les mesures d'économie et l'inflation, c'est pas le montant des chèques qui ont été mis de côté, le chèque ne sera pas encaissé. Et si c'est moitié, on va pouvoir rediscuter d'encaisser que la moitié des chèques. Et si les mesures d'économie ou l'inflation s'est calmée et que économiquement ça passe, on n'encaissera pas ce chèque. Par contre, moi, la ferme, elle est garantie quand même de continuer à exister, pas de me retrouver au 12e mois du contrat avec des découverts de partout parce qu'il y a plus de charges que ce qui était prévu. Et si, par exemple, d'un point de vue catastrophe climatique, est-ce que ce chèque pourrait servir? Parce qu'on parle de plus en plus, on en discutait tout à l'heure en préparant cette table ronde, on parle de plus en plus de dérèglement climatique, de stress hydrique, hein, je reprends la détresse hydrique, je reprends le terme de Marie-Claire là-dessus. Aujourd'hui, comment vous faites, vous, avec vos modèles avec ce sol vivant, comment vous faites pour vous adapter à cette difficulté? Alors, je ne sais pas, peut-être Anne-Laure Alors, l'une des première chose qui peut déjà être faite, c'est de réduire la part d'annuel. En fait, ce sont des fleurs qui ne vont donc vivre qu'un an. Évidemment, je les coupe un peu avant, mais elles sont amenées à rester très peu de temps finalement dans la ferme, et plutôt d'augmenter la part de vivaces. Donc, ce sont des plantes qui vont rester pendant plusieurs années et donc qui vont avoir normalement le temps et les capacités de s'adapter au sol et donc, au fur et à mesure, d'être moins gourmandes en eau, en fait, clairement. Il y a aussi une façon tout simplement d'arroser qui permet de consommer un peu moins d'eau. Donc moi j'utilise plutôt du goutte à goutte, donc ça veut dire que ça va venir vraiment arroser très précisément à certains endroits et donc et de ne pas arroser en fait sur toute la surface de la mini-ferme, ce qui serait absolument pas utile. Alors on sait que les plantes ont aussi besoin d'une aspersion. Elles ont besoin de la pluie, par exemple, pour continuer de grandir correctement. Mais du coup, c'est aussi une façon de réduire un peu l'utilisation de l'eau. Il y a aussi la technique du paillage. Donc là, je l'utiliserai, mais plutôt sur des périodes vraiment où le sol s'est un peu réchauffé. Et donc là, je vais venir pailler pour garder de l'humidité. Il y a aussi le principe de... Pardon ? La fraîcheur du matin. Oui, mais du coup, effectivement, c'est garder la fraîcheur et l'humidité, ce que je ne vais pas faire en hiver. Le sol n'en a pas besoin. Et puis, j'allais dire autre chose, le principe aussi de cultiver. Donc moi, je cultive sur une toute petite surface, mais aussi sur des planches permanentes sur lesquelles on ne va jamais marcher, parce le principe, c'est de ne pas tasser la terre. Justement, j'utilise des outils pour l'aérer délicatement, sans abîmer le sol, en tout cas le plus possible. Et donc, planches permanentes ou aussi les graines, parce que je laisse beaucoup de choses monter en graines, vont se ressemer. Encore hier, j'observais les petits lupins qui commencent à apparaître parce qu'en fait, j'ai laissé, plutôt que de tout nettoyer et que ce soit nickel chrome à la fin de la saison, c'est vraiment pas le but. Donc, on voit aussi que la nature sait faire, c'est aussi le principe un peu de laisser faire aussi la nature. On n'est qu'une petite goutte d'eau dans tout ça. Et donc le principe de cultiver sur des petits espaces serrés. Alors il faut aussi, il y a des extrêmes, c'est-à-dire qu'il faut, moi je cultive de façon à travailler sur différentes hauteurs. Donc je vais utiliser des variétés. Certaines, par exemple, tout à l'heure, on a observé les rosiers, et puis entre les rosiers, j'ai planté des alliums. Les rosiers sont encore tout petits, les alliums vont très vite grandir et puis vont rester 2 mois maximum. Ils vont prendre de la place, le feuillage prend de la place au sol, donc va protéger aussi le sol, et les rosiers vont tout doucement se développer. Une fois que les rosiers seront bien développés, normalement, l'allium ne sera plus, je l'aurai récolté, mais les feuilles seront encore là, donc va protéger le sol au pied des rosiers. Donc voilà, c'est aussi pas trop serrer les cultures parce qu'après on voit aussi un peu ce que ça donne, hein, les monocultures, les maladies se développent très vite et donc c'est laisser l'air circuler, aérer et par contre essayer de jouer sur les hauteurs pour que ce soit quand même assez dense et que du coup ça crée un petit microclimat en fait au pied des plantes. Donc il y a plein de façons de... Et donc du coup nous on a encore un peu d'eau dans le nord, mais dans le sud c'est encore plus compliqué. Comment ça marche concrètement chez toi, Gilles, pour les vignes?
Alors déjà, le postulat de départ, c'est que la vigne, comme toutes les plantes, comme tout individu vivant, est capable de s'adapter à son écosystème. Elle est capable de ressentir et d'interagir avec son écosystème. La vigne ne fait pas exception. Donc, quand on parle de ce postulat-là, on va agir en conséquence. Première chose, on parlait de vie du sol. On va la stimuler au printemps, c'est-à-dire en lui apportant des éléments nutritifs qu'elle sera capable d'assimiler très rapidement via des couverts végétaux qu'on va enfouir à des moments opportuns pour que cette alimentation que cette stimulation soit soutenue par une alimentation facilement assimilable par la vie du sol. Et on va stimuler cette vie du sol, tant au niveau de la sphère bactérienne que des champignons, par des levains de préparation dynamique qui vont à la fois initier mais amplifier justement ce départ de la vie microbienne au niveau du printemps. Et on va hydrater en fait toute cette sphère du vivant qui se trouve au niveau du sol. Et ensuite, on va soutenir cette vie du sol au début du printemps avec ce même type de stimulation pour justement éviter que cette sphère microbiologique ne s'assèche et ne s'éteigne à cause de cet assèchement-là. Ensuite, on va préserver cette humidité avec un travail du sol. Alors, c'est des vieux adages qui disaient, voilà, pour ceux qui ont des grands-parents paysans ou jardiniers, il y a cet adage connu qui consiste à dire un binage vaut 3 arrosages. Le fait de travailler superficiellement le sol va casser les veines d'évapotranspiration du sol et va permettre de garder l'humidité en dessous. Donc on va éviter cette perte d'humidité. Et ensuite, au niveau de la plante en elle-même, on va lui permettre de continuer à interagir et de ressentir un petit peu les phénomènes en présence. Il y a 2 organes de perception au niveau de la vigne, mais c'est valable aussi pour d'autres plantes. Les terminaisons du chevelu racinaire et les apex, c'est-à-dire le bout des serments des branches vertes de la vigne. Donc on va éviter d'écimer, on va éviter d'amputer ces organes-là ou les détériorer, de façon à ce que la plante puisse ressentir un petit peu ces évolutions-là et adapter son propre métabolisme par rapport à ça. Et ensuite, on va soutenir cette adaptation-là avec des plantes qui vont à la fois lui permettre de diminuer son évapotranspiration. Donc il y a des plantes qui sont bien connues pour ça, comme la consoude. Et ensuite, on va utiliser d'autres plantes qui vont accentuer le point de rosée, c'est-à-dire le point où il y a le plus de fraîcheur dans la journée, c'est-à-dire au lever du soleil. Et donc on va cristalliser un petit peu cette ambiance-là à ce niveau-là, avec des tisanes notamment d'Achillée millefeuille. Et donc on va choisir en fonction des prévisions météo d'utiliser telle plante ou telle autre plante pour soutenir justement ce processus d'adaptation et de résilience de la plante. Romuald, chez toi, tu es tout seul sur 1,5 hectare. Comment ça se traduit? Le binage égale 3 arrosages. Tu le fais comment? Alors c'est plus difficile en légumes parce que les interrangs sont un peu plus serrés qu'en vigne. C'est plus manuel. Par contre, du coup, j'utilise aussi pas mal de paillage. Enfin, un paillage, du coup, des couvertures de sol en culture en été, donc avec de la toile tissée. C'est une toile à base de pétrole, mais réutilisable. Et pour le coup, j'en ai depuis plus de 14 ans, je crois, les premières. Donc l'idée, c'est de travailler le sol dans des bonnes conditions. C'est aussi une des choses, en fait, si on commence la saison en travaillant trop tôt ou trop tard, on va se mettre presque une balle dans le pied en disant voilà, on a déjà permis, si on ouvre le sol et qu'on le laisse s'évaporer tout de suite au printemps, c'est pas pendant les périodes de sec où le sol va se reconstituer sa réserve. Donc c'est d'adapter son travail au moment de l'année et pas dire c'est le calendrier qui me dit qu'aujourd'hui je dois semer ça et puis faut y aller malgré toutes les contre-indications ou les observations qu'on peut faire sur la ferme, puis dire voilà, le sol il n'est pas en état d'être travaillé aujourd'hui, ben, je ne travaille pas aujourd'hui. J'attends que ça soit le bon moment. Du coup, d'utiliser du paillage, d'utiliser du goutte à goutte et plutôt sous les paillages. Donc comme ça, on limite énormément l'enherbement. Et là, pour le coup, mon binage, c'est l'équivalent du paillage. Parce que le paillage laisse passer l'air, mais pas l'eau. Enfin, laisse passer l'air, mais pas l'eau par évaporation. En général, l'évaporation, elle condense sur la bâche et du coup, elle a tendance à rester en dessous. Donc, j'ai mon faux binage avec mon paillage qui arrive à me garder une bonne partie d'humidité.
Et après, c'est un travail beaucoup plus long sur simplement l'amélioration même du sol, c'est-à-dire avec des pratiques de semis d'engrais verts. Donc beaucoup de matière verte semée. Dès que le terrain est libre en hiver, il y a un engrais vert de semer. Il y a énormément de matière verte qui sont réintégrées dans le sol, donc avec un taux de matière organique qui monte. Et plus on a un taux de matière organique, plus le sol a une capacité d'éponge, donc de pouvoir stocker l'eau en fait naturellement. Chose qui n'est pas du tout priorisée en fait sur les cultures conventionnelles. Quand on voit les destructions, enfin les SIPAN, les capteurs d'azote obligatoires, et quand on voit qu'en plein hiver, on voit les tracteurs passer et puis tout labourer et faire des champs complètement nus avec la matière verte qui est enterrée à plus de 35 cm de profondeur, c'est juste une aberration. Parce que la matière verte à 35, elle ne va pas bouger, elle va plutôt se carboner en train de faire du charbon avec des engrais verts. Et on laisse tous les éléments nutritifs sans avoir de racines qui les tiennent, et du coup, on a un sol qui se dégrade de plus en plus. Alors que si on a un couvert, les pluies d'automne, la terre ne peut pas bouger, elle est tenue par les racines. Les éléments nutritifs, ils n'ont pas pu partir, ils ont été fixés par les plantes qu'on a mis. Et quand on va détruire ces plantes, en plus, tous ces éléments nutritifs redeviennent disponibles pour la culture suivante. Donc on a un effet apport de matière organique qui fait plus de capacité de rétention d'humidité et aussi de capacité de rétention d'éléments nutritifs. On rapporte du vivant avec ça. Donc si je comprends bien, vos modèles de conservation des sols, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de nourrir Protection. le sol, finalement apporterait une meilleure réponse face à nos sécheresses qu'on rencontre depuis 1 an ou 2, plus que par rapport à une agriculture plus conventionnelle. Plus de résilience, c'est certain. Plus de résilience. Et alors du coup, j'ai un sol issu d'une agriculture plus conventionnelle ou même un sol inerte. Comment je peux redonner cette vie? Comment je peux, selon vous, comment je peux recréer du vivant là-dedans? Je peux prendre l'exemple de la parcelle que j'ai récupérée, qui est un morceau d'une très grande parcelle, avec du coup la même personne qui cultive encore la parcelle derrière par rapport à celle que j'ai. Et quand je suis arrivé sur la ferme, on a fait une analyse de sol avec un profil de sol pour voir un petit peu ce qui se passait, parce qu'en surface, il n'y avait pas grand-chose de vivant déjà. Et on a dit, on va faire un profil de sol pour voir comment le sol a été utilisé. Donc on a fait un trou quasiment à 1 mètre de profondeur pour aller voir les points de compaction. Et en fait, on voit la pratique agricole avec les labours à 30-35 cm. Il y a ce qu'on appelle une semelle de labour. C'est-à-dire qu'à force de passer avec des engins dans des mauvaises conditions, c'est comme si on prenait une truelle et qu'on allait lisser, écraser le sol avec des conditions humides. Du coup, les racines qu'on a pu trouver partent à l'horizontale. On a le même phénomène avec de l'eau, en fait, où on voit que la flotte elle a descendu, puis après elle se stocke. Donc on a des zones anaérobies, donc des zones bleues, où quand on a une terre qui pue, en fait, ça sent le fossé. C'est qu'il n'y a plus d'oxygène, donc il y a un excès d'eau, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de vie. C'est un endroit où on va créer que des décompositions toxiques. Et en fait, ce sol-là, du coup, la première année avec ce profil de sol et une analyse de sol, je sais de quoi je suis parti. Et avec une pratique, donc je suis aussi en planche permanente, mais avec un tracteur, donc je suis un peu moins délicat quand je travaille le sol. Mais j'essaye de ne pas travailler dans les mauvaises conditions, c'est-à-dire pas quand c'est trop humide, pas quand c'est trop sec, de ne pas chercher à forcément faire un sol hyper fin pour tout. En fait, il y a des plantes qui savent très bien être plantées dans un sol grossièrement travaillé, et du coup, si on met moins d'énergie, on casse moins les structures du sol, on abîme moins la vie biologique du sol. Et toutes ces pratiques-là font que mon taux de matière organique, il a repris quasiment 1 point. Donc un point de matière organique, on dit que c'est, je ne sais plus comment on a dit, c'était 10 ans ou une carrière pour remonter d'1 point. Voilà, c'est possible de le faire. Par contre, il ne faut pas attendre que le sol, une fois qu'on arrive à un sol qui ne tient plus, qui est semblable à du sable, là on ne pourra pas revenir en arrière. Et la matière organique est importante pour... la matière organique donne tout, c'est elle qui va aussi donner... C'est à la fois ce qui nourrit le sol et ce qui est la partie vivante du sol, la matière organique. Donc si on a un taux de matière organique qui descend, c'est-à-dire qu'on a un sol qui est moins vivant et aussi moins en capacité d'être nourri avec d'autres matières vertes. Sachant que la grosse différence, c'est vraiment qu'en conventionnel, on considère le sol comme un support. On fait une analyse pour savoir ce qui reste à bouffer dedans et on met le complément pour que la culture elle pousse. En bio, on doit passer par le sol. Le sol est un élément indispensable. On n'a pas
d'action de nourriture directe sur la plante. C'est toujours par une dégradation par les organismes du sol qui nous permettent de nourrir la plante. Donc si on a un sol qui n'est pas capable de dégrader de la matière parce qu'on l'a mal, on l'a mal entretenu, on l'a mal utilisé, en fait on se crée son propre problème, quoi, et ça ne fait que s'accentuer si on ne change pas ses pratiques. Et alors du coup sur la vigne, par rapport à ça, la vigne tout à l'heure tu disais que on mettait ça sur des sols qui étaient sur lesquels on ne pouvait pas cultiver de céréales. Finalement c'est des sols un peu inertes, un peu plus morts que d'autres. Moins riches en matière organique, comme le dit Romuald. Est-ce que la vigne a besoin d'autant de matière organique ou de moins? Comment ça se concrétise sur un vignoble? Alors ce que dit très justement Romuald, c'est la première étape, c'est connaître son sol. Qui il est, sur quelle profondeur, comment il fonctionne, où sont les dysfonctionnements s'il y en a. Effectivement, ouvrir le sol, faire un trou d'1 mètre, 1,50 m, permet de voir les différents horizons, de savoir un petit peu comment ça fonctionne en dessous. Sachant qu'il y a certains éléments qui ont besoin d'air pour évoluer, d'autres ont besoin de l'absence de l'air, et est-ce que tous ces éléments-là sont au bon endroit? Si effectivement on a retourné avec une charrue, comme le disait Romuald, on va casser ces processus-là. Il va falloir des décennies pour revenir, réintroduire et harmoniser une vie efficiente et cohérente. La vie du sol est une chose. La capacité qu'a la plante à capter les éléments nutritifs dans le sol en est une autre. Et le fonctionnement de la plante à produire des équilibres sur la récolte en est encore une autre étape. Donc, pour avoir une juste compréhension d'un fonctionnement du sol, il faut avoir connaissance des éléments présents, les éléments qui sont capables de préempter, d'absorber, d'assimiler la plante, et quels sont les équilibres au niveau organoleptique, au niveau de la récolte. Et pour nous, c'est le raisin, la veille de vendange. Quand on a ces trois éléments-là, on a une juste compréhension de cet écosystème et de ces interactions sol-plante, qui sont la base de l'agriculture. Et en fonction de ça, on va déplacer des curseurs, on va mettre en place des mesures correctives pour améliorer la situation, avec de la matière organique, avec des éléments nutritifs qui correspondent aux besoins de ce sol et aux besoins de cette plante-là. Et ensuite, on va mettre les curseurs pour obtenir des équilibres. Mettre une nourriture pléthorique pour une production qu'on cherche qualitative et plutôt minimum en rendement, c'est incohérent. Donc quand on nourrit un sol, on définit les besoins de la plante, les objectifs de production, les objectifs en quantité, en qualité. Et pour nous, les raisins, l'équilibre des raisins, c'est fondamental pour faire des grands vins. Il n'y a pas de grands vins sans grands raisins, donc c'est des choses importantes. Et de voir comment ces équilibres-là s'extériorisent, se mettent en place la veille d'une vendange. Et donc, il va falloir probablement, et du moins c'est ce qu'on observe nous dans les démarches de conversion, il nous faut entre 4 et 7 ans pour que cette amélioration de la vie et ces équilibres se mettent en place et arrivent à quelque chose de cohérent et harmonieux. Il nous faut déjà au moins 2-3 ans pour comprendre un petit peu l'écosystème, le découvrir et voir toutes les subtilités qu'il peut y avoir sur une entité agricole entre telle parcelle qui est côté nord et l'autre parcelle qui est peut-être 300 mètres à côté, mais côté sud. On parle de sujets assez techniques, matière organique, orientation, observation. Comment ça va se traduire, nous, dans notre assiette en tant que consommateurs? Quel impact sur notre alimentation? Qu'est-ce que la qualité alimentaire qui vont se traduire par ce que vous faites au quotidien? Là, on utilise un nouveau mot là, dans la discussion, la qualité alimentaire. C'est une réalité. Comment l'évaluer et comment la valoriser? Ça c'est aussi deux choses différentes. Pour le vin, on a la chance d'avoir la dégustation, qui est une épreuve très subtile, très très sensible, qui est capable de mettre en évidence justement peut-être ces changements qui sont peut-être infimes, mais dans un verre, entre un grand vin et un vin relativement moyen, d'un point de vue dosage des éléments, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais en termes de ressenti et de plaisir, c'est le jour et la nuit. Donc ces réalités-là, pour le vin, c'est peut-être plus évident que dans d'autres systèmes agricoles. Mais alors, du coup, peut-être d'autres systèmes agricoles ou d'autres systèmes de production, la fleur, comment on peut savoir si une fleur non pas sur la qualité alimentaire, mais plutôt sur la qualité ornementale?
Déjà, on parle de systèmes de production. Tout à l'heure, je disais que 80% viennent de très loin et souvent sont produites de façon assez agressive pour l'environnement et pour les hommes qui les cultivent. Donc en fait, là, c'est pas du point de vue de l'assiette, mais plus du point de vue, effectivement, pollution. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la fleur? Parce qu'il y a aussi des tests qui ont été faits sur... je parlais d'un documentaire tout à l'heure dans lequel en fait on a testé un bouquet et on a retrouvé on ne sait combien de pesticides et compagnie dedans. Donc c'est plus là sur la santé, parce qu'un bouquet ça se sent, ça se manipule. Il y a aussi des études qui montrent que ça a été fait en Belgique, pas mal de fleuristes ont été en fait se découvrent des cancers, etc. Donc en fait c'est aussi sur là c'est pas la santé alimentaire mais la santé tout court en fait. C'est encore plus grave peut-être, dans une certaine mesure. En tout cas, c'est-à-dire qu'on pense faire plaisir en offrant un bouquet, mais finalement on empoisonne quelqu'un. On va changer le quelque sorte. Et aussi on soutient un système agricole qui détruit l'environnement. Donc c'est aussi un système. Donc ce que j'essaye de refaire ici, et comme beaucoup de collègues en ce moment en France et en Europe, c'est de créer toutes ces petites fermes florales qui vont essayer de pallier à ce gros système qui passe par les Pays-Bas et qui ensuite inonde tout le marché. Donc voilà. La tulipe notamment, tu nous as sorti la tulipe les premières notamment. tulipes tout à l'heure. Et toi, Romuald, c'est quoi ton critère de qualité alimentaire? Alors, tu disais qu'il y avait des amapiens, sinon on leur demande. Je sais pas si la grosse différence, je dirais, c'est la qualité, c'est le goût quand même. Quand on mange un légume qu'on n'a pas cherché à faire grossir trop vite, c'est pas... Tous les légumes ont une capacité à faire un légume d'une certaine taille. C'est génétiquement inscrit dans les gènes. Mais on peut, si un légume souffre, il va être plus petit. Par contre, en général, les légumes qui ont plus souffert, généralement, ils sont un peu plus corsés en goût, sont plus concentrés. Et à l'inverse, un légume, si je prends l'exemple des légumes en conventionnel, où on va surdoser l'azote. L'azote dans une plante, c'est un peu la pompe à eau, quoi. C'est ce qui permet de booster la rapidité de croissance de la plante. Il faut vraiment imaginer si vous faites un verre de sirop avec une dose de sirop dans un verre, ou si vous prenez la même dose de sirop et que vous la mettez dans 1 litre d'eau. Le goût, il n'est plus du tout pareil. L'excès d'azote dans les cultures va juste gonfler le légume. Donc on fait du rendement, on fait du poids. Par contre, vous prenez le légume, vous le laissez poser sur la table, puis vous allez voir que le légume, en quelques jours, il va flétrir, il va se décomposer parce qu'en fait, il n'a pas de... il n'a pas de tenue, en fait, il n'y a pas de consistance. La consistance vient par le temps et par tous les autres oligo-éléments que la plante va pouvoir capter. Et que si on cherche juste à accélérer la nature, en fait, on peut l'accélérer un petit peu. C'est ce qu'on fait dans toutes les cultures, parce qu'on va quand même chercher à ce que la plante elle ait la possibilité de manger ce qu'il lui faut. Parce qu'économiquement, on ne peut pas se permettre de juste sortir ce que le terrain veut bien nous donner sans notre intervention. Mais j'essaye aussi de trouver l'équilibre entre avoir un résultat économique, c'est-à-dire qui permet d'avoir des paniers avec des légumes pour que les Amapiens soient quand même contents du soutien qu'ils m'ont apporté. Et le deuxième critère, c'est-à-dire que le volume n'est pas le premier critère. C'est pas trouver une variété qui fait 20 kg de tomates par pied avec des tomates dégoûtantes, ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux pas me permettre non plus de prendre une variété de tomates qui fait une seule méga bonne tomate, mais une seule. Il faut avoir le juste milieu, quoi. Ouais, on ne peut pas tomber dans des productions uniquement de produits de luxe, où on serait obligé de vendre la tomate à 20 balles le kilo parce que elle est super bonne, mais il n'y en a qu'une. Et on peut pas, je ne veux pas non plus tomber dans l'inverse, dans du bio industriel, ce qui est de plus en plus le cas dans le bio qu'on peut trouver. C'est-à-dire de raisonner de la même façon qu'en conventionnel, c'est-à-dire que la plante a besoin de ça, donc je blinde, j'en mets même un peu plus, histoire que le rendement soit garanti. Le rendement quantitatif, pas qualitatif. Du coup, le label, moi en tant que consommateur, le label est important. Et est-ce que c'est une bonne chose? Ce que tu viens de dire là, ça m'interpelle. Alors, pour moi, c'était une bonne chose avant qu'il y ait toutes les réformes du label AB. Mais tu es AB? Oui. Mais je suis AB parce qu'en fait, avec un voisin en conventionnel, si mon voisin me pollue, si je ne suis pas labellisé AB, je suis donc en conventionnel. Par contre, je n'ai jamais affiché mon label AB. Il n'y a jamais été question de montrer mon certificat aux Amapiens. Et on va plutôt travailler sur une confiance.
une proximité et une transparence que sur un cahier des charges. À savoir que le cahier des charges, c'est sur du contrôle, donc c'est un contrôleur qui vient, on doit lui montrer les factures de ce qui rentre, il fait un tour de la ferme et on a un certificat. Et il y a des analyses de sol ou des analyses de produits uniquement en cas de doute. Donc ça ne garantit pas que tout ce qui est AB soit vraiment AB pour moi. La seule chose qui peut le garantir, c'est de savoir où le légume a été produit, par qui, et de pouvoir aller le voir sur les fermes, quoi. Et là, si on a une transparence, dans la MAP, on fonctionne plus sur la confiance que sur le fait d'avoir un label. Le label, pour moi, c'est une ligne dans ma compta. Hein. C'est une facture par an dans la compta, c'est pas un engagement. J'ai pas besoin d'être labellisé pour avoir envie de respecter mon sol, de respecter les animaux et de faire que on travaille dans une intelligence. Une intelligence et une cohérence sur la ferme. D'accord. Et donc du coup, le label, aujourd'hui, selon toi, c'est pas le critère numéro 1 quand on doit acheter un produit. Non. Quand on va en direct, voilà. Mais quand on va en direct, c'est facile, mais quand on ne vend pas en direct, effectivement, il faut que le consommateur puisse savoir se repérer. Mais comme toi, tu es en direct, dire que c'est un minimum de critères où on sait que dans un produit, quel que soit le label, il y a un cahier des charges et on sait qu'on est au minimum à ça. On ne sait pas si on est tout au début ou beaucoup plus loin que les critères du cahier des charges. Le label est important. C'est une demande des consommateurs, c'est une demande des distributeurs d'apporter un minimum de garantie, ce que disait Romuald à l'instant. Mais elle ne reflète pas l'intention du producteur, notamment dans sa motivation, dans sa capacité à agir avec son outil de production, qui est le sol, ses cultures. Et ça, il n'y a aucun organisme de certification qui pourra saisir cette intention-là et la valoriser. Il n'y a qu'effectivement le contact direct, local, en direct, en discutant avec le producteur, où le consommateur est capable de rentrer en communication et de saisir justement ces subtilités-là. Le label est important. Sans label, il n'y aurait rien et ça serait pire. Mais pour faire de la qualité, c'était la question précédente, forcément, on va au-delà du cahier des charges, qui, ce que disait Romuald à l'instant, est un peu un programme minimum. Mais il a sa raison d'être et il a le mérite d'exister. Et justement, alors sans parler de label, mais on parle de plus en plus de AB, on parle maintenant de déconversion, c'est-à-dire qu'après les grandes années, notamment avec le Covid et les confinements, où on s'est rapproché d'une nourriture un peu plus saine et un peu plus nutritivement parlant en tant que consommateur meilleure, est-ce qu'aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus d'agriculture qui se retourne, d'après une transition en bio, retourne sur du conventionnel? Est-ce que selon vous, c'est quelque chose d'éphémère? Est-ce que c'est une trame de fond? C'est quelque chose qui va perdurer? Comment ça se retraduit? Comment vous voyez ça? La question mérite une question en amont. C'est quelle est la démarche? Quel est le processus? C'est les producteurs qui se désengagent ou c'est le consommateur qui s'est désengagé d'une consommation en bio? Ça, c'est la première des questions. Peut-être que l'un entraîne l'autre aussi. En partie, je pense. En partie, peut-être, effectivement. Mais pas que. C'est une vraie question. Hein, parce que et après, il y a des producteurs, effectivement, qui se désengagent. Peut-être qu'ils étaient partis sur une démarche au départ, une motivation, qui n'était pas forcément leur motivation première n'était pas forcément le respect de l'environnement, mais peut-être des aides à l'accompagnement qui permettaient effectivement de faciliter cette conversion, d'accompagner cette conversion et d'accéder à des nouveaux marchés qui, à l'époque, étaient plus valorisés. Et peut-être justement, nous, notre impact Colibri là-dessus, comment on pourrait aider à inverser la tendance? Sur le fait d'avoir des gens qui s'arrêtent en bio, donc il y a les impasses techniques, des gens qui se sont convertis sur l'économique, juste pour dire, voilà, c'est un marché plus porteur, donc je convertis ma ferme, mais qui n'ont pas intégré un fonctionnement différent. Dire, on ne passe pas en bio comme on ne va pas gérer un enherbement ou gérer des maladies en bio comme en conventionnel. En conventionnel, on peut tout gérer quasiment une fois que c'est arrivé. On a un insecte qui embête son monde, on a le produit pour le dézinguer. On a une mauvaise herbe qui pousse, on a le produit pour la dézinguer. Et on va pouvoir du coup gérer les problèmes une fois qu'ils sont là. En bio, on a très 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 peu de molécules
naturels qui vont nous permettre de gérer le problème quand il est là. Donc on a plutôt intérêt on doit regarder, on doit justement mettre en place des choses pour éviter que le problème arrive. Et si vous prenez une ferme qui fonctionnait avec un système, j'ai un problème, je traite, on passe en bio, j'ai le problème, j'ai plus le traitement. Et si j'ai pas mis en place les choses, on arrive en fait à des moments, à des impasses techniques. Et il y a des fermes qui se déconvertissent simplement parce qu'ils sont arrivés à un moment où il y a tellement de ravageurs, tellement d'enherbement, qu'ils n'arrivent plus à le gérer. Et du coup, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de dire je repasse en conventionnel, comme ça je vais pouvoir redézinguer l'intégralité des insectes qui recréent un vide. Et du coup, un vide, la première chose qui arrive dans un vide, c'est jamais ce qu'on a envie de voir arriver. C'est toujours les parasites qui arrivent avant les auxiliaires. De repasser avec un épurement des sols au niveau des quantités de graines qu'on a pu générer, donc d'herbes indésirables, ce n'est pas des mauvaises herbes, c'est très connoté, mais des herbes indésirables dans les cultures. On va repasser avec des herbicides histoire de réassainir le sol. Et peut-être que ces gens-là, si demain le marché du bio remonte, ils repasseront en bio. Parce que c'est juste économique. Mais je pense que même résolution, même problème à la fin et même solution, quoi. Ce sera peut-être des fermes qui vont faire une conversion tous les 10 ans, ils seront en bio pendant 5 ans, repasser en conventionnel. Et ça pose des questions sur quelle est la valeur du produit bio qui sort de ces fermes-là. Le bio, il se ramasse aussi un petit peu simplement parce que les prix ont beaucoup bougé. Simplement parce qu'au début, c'était un marché de niche avec plutôt le système Biocoop, les petits magasins. On trouvait très peu de bio en grande surface. Et puis ça a commencé à être un marché qui pouvait ramener un peu d'argent. Donc à partir du moment où ça ramène de l'argent, on trouve toujours les moyens de trouver le produit moins cher. Et je dirais que déjà en bio, si on savait manger que de saison et en produit local, et ça marche même pour toutes les autres productions, si on n'achète plus le bio qui vient d'Espagne ou qui vient d'Argentine ou qui vient d'Amérique du Sud, j'ai déjà vu en plein mois de novembre des poires d'Afrique du Sud moins chères que les poires bio vendues ici, produites ici. On est sur des aberrations, mais... la rose de la Saint-Valentin, c'est exactement pareil. En fait, on arrive à avoir des... Donc, l'hémisphère sud, ok, c'est l'été, donc c'est la bonne saison pour eux. Mais pour nous, ça ne l'est pas du tout. Et on a le même système, en fait, de se remettre à consommer en fonction des saisons. C'est là où je dis aussi que les citoyens ont aussi un rôle à jouer et que on fait notre travail, mais si on n'est pas soutenu derrière... Je parle souvent de consommatrices et consommateurs et qu'on est tous dans le même bateau. Donc nous, on propose des systèmes qu'on a appelés vertueux et on parle de colibris, mais les colibris, finalement, c'est nous tous et toutes. Et donc, il faut s'inscrire tous dans ce système pour que les modèles survivent, en quelque sorte. Je voudrais revenir sur cette notion d'impasse technique qui est primordiale parce que on est tous formatés dans un système de pensée. Et notamment, quand on change de système culturel, il faut changer de paradigme, et notamment de façon de raisonner. Dans la vigne, il y a une maladie, il y a un champignon qui s'appelle l'esca, qui ronge en fait le pied de l'intérieur et qui finit par faire mourir le pied de vigne. Et ça peut arriver dès la 5e année après la plantation, comme 80 ans après la plantation. Quand ça arrive au bout de 5 ans après plantation, c'est quand même problématique. On a trouvé un moyen, action-réaction, ce que disait Romuald, l'arsenic de soude. Je vous passe les détails sur la toxicité du produit et l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, mais également sur la production. En termes de résidus, il n'y a pas besoin de faire de dosage, ils étaient avérés. Et on a supprimé pour des raisons de salubrité publique ce produit-là. Il y a eu quand même une levée de bouclier de l'interprofession en disant nous sommes dans une impasse technique. Et en fait, l'impasse technique, elle est dans un enfermement de pensée. Et ce que disait Romuald à l'instant, c'est posons-nous les bonnes questions. C'est un champignon qui se développe à l'intérieur d'un pied de vigne, qui se développe sur les parties qui sont déjà mortes dans le pied de vigne. Et la véritable question qui s'impose, c'est qu'est-ce qui génère cette mortalité à l'intérieur du pied de vigne? Et on arrive à la conclusion, la taille. Qu'est-ce qui conduit dans notre geste de taille, dans notre pratique de taille, à cette mortalité-là? Et en se posant cette question-là, on a revu complètement nos principes de taille et on a diminué cette production de bois mort à l'intérieur de la souche. Et du coup, le champignon a diminué son impact au niveau de la mortalité. C'est un exemple. Au niveau des ravageurs, on parlait de la vigueur, on parlait de l'azote, Romuald le disait, il y a des scientifiques qui ont démontré qu'un ravageur ne vient pas par hasard. Il ne va pas s'attaquer à telle plante, telle salade ou telle vigne par hasard. Il va s'attaquer
précisément à cette plante-là, il sait ce qu'il cherche et il va le trouver dans cette plante-là. Il va le trouver parce qu'au niveau du métabolisme de la plante, il y a des déséquilibres. Au niveau de la sève élaborée, il y a des fonctionnements de sève brute, sève élaborée. Sève élaborée, c'est ce qui est issu de la photosynthèse et qui va nourrir les différents organes de la plante. Dans cette sève élaborée, on a une sève qui est trop riche en sucre, en azote assimilable, en protéines. Et quand on a cet excès de richesse, eh bien, la plante va attirer des ravageurs qui vont être en fait des agents régulateurs qui vont affaiblir le métabolisme de la plante pour revenir à un équilibre et permettre à la plante de se réadapter à son environnement. Liquider de manière systématique et chimique cet agent régulateur ne règle pas la cause du problème. Et le problème va se répéter très rapidement et de manière amplifiée. Et on rend en fait nos cultures dépendantes à nos pesticides. Et nous, consommateurs, on en bouffe de plus en plus et à haute dose. Donc en changeant de paradigme, on trouve des solutions qui sont différentes. Et on trouve des moyens de s'adapter effectivement à notre écosystème. Merci beaucoup Gilles pour ce point, pour ce complément. J'ai encore plein de questions à vous poser. Je vois que l'heure tourne et peut-être que vous avez aussi des questions à poser à nos trois experts qui sont ici. Personnellement, voilà, à notre dimension, 17 propriétés, 17 responsables vignobles. Donc déjà, on a fort à faire avec ces 17 personnes-là pour les sensibiliser, faire rentrer cette démarche, les faire rentrer dans cette démarche qui est un petit peu en décalage avec ce qu'ils ont pu avoir comme expérience antérieure. On est un petit peu comme le monde de la médecine, on est quand même très conditionné par notre système de formation et de montée en compétences. Et même si ce système-là est en train de s'ouvrir, on a quand même des schémas qui sont très très bien articulés. Donc au niveau de nos responsables vignobles, j'ai déjà 17 collaborateurs en direct. Et après, un responsable de vignoble n'est rien sans son équipe. Donc tous nos tractoristes, tous nos collaborateurs, voilà, on les accompagne dans cette faculté d'observer différemment, de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Quand on les fait venir un samedi matin au lever du soleil pour épandre un extrait de bouse de vache, je ne vous cache pas que les premières années, il faut quand même pas mal de persuasion. Voilà. Le bon esprit paysan, il a quand même une certaine raison et on ne lui dit pas n'importe quoi. Mais quand il voit les effets, il voit qu'il traite beaucoup moins, qu'il impacte beaucoup moins l'environnement, mais également sa santé, il est beaucoup moins exposé. La bouse de vache, c'est quand même un petit peu surprenant, mais ça n'a pas grande toxicité au niveau de son métabolisme. Et il voit qu'il y a des belles récoltes et que ça produit des bons vins. Au bout de 3 ans, cette personne-là, c'est la première des convaincus. Et je ne dis pas qu'il y vient avec grand plaisir le samedi matin, mais il y va en traînant moins les pieds déjà. Changer le regard et motiver le personnel. Ça, c'est une chose importante. Et nous, dans nos équipes, c'est une centaine de collaborateurs. Après, il nous arrive effectivement d'expliquer notre démarche auprès de distributeurs, mais également d'autres producteurs qui nous en font la demande. On n'est pas dans une démarche de formation parce qu'on n'estime pas en avoir la légitimité. Voilà, c'est purement... Je pense que c'est une démarche qui, du moins c'est mon ressenti, qui impose beaucoup d'exigences dans nos pratiques, dans le sérieux et dans l'intention qu'on y met, mais également beaucoup de modestie. Parce qu'au bout de 20 ans, je n'ai pas l'impression d'en savoir plus, mais j'ai l'impression de prendre conscience en fait, de forces et de réalités qui me dépassent. C'est pas que c'est pas possible, c'est que ça va nous demander énormément plus d'énergie pour repasser d'un sol qui s'est complètement déstructuré à un sol, comment dire, vivrier, que d'essayer de préserver un sol. Aujourd'hui, on a des sols qui sont sur la mauvaise pente et qui vont vers la déstructuration. Un sol complètement déstructuré, un sol de sable, on met de l'eau dedans, ça passe tout de suite, ça ne garde pas les éléments nutritifs. C'est forcément plus compliqué de redonner de la vie à un sol comme ça que de conserver les sols, enfin d'inverser la tendance avant d'arriver à ce stade-là. Ce que je voulais dire, c'est que si on attend d'avoir du sable partout dans les fermes, parce qu'on aura comment dire, détruit le sol à ce niveau-là, en fait, il sera trop tard.
Ça sera forcément plus difficile et c'est beaucoup plus énergivore de faire ce travail-là à partir d'un sol qui est mort que aujourd'hui d'arriver à inverser la tendance et de dire ces sols qui sont sur la mauvaise pente, on arrête les mauvaises pratiques, on essaye de remonter la matière organique, on remet des apports de matière, de fumier, de paille. Je suis d'accord avec vous, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est juste qu'il faut essayer de ne pas arriver à ce terme-là. La nature est très résiliente, il est toujours possible d'améliorer une situation et de la faire rentrer dans le monde du vivant. Après, effectivement, on n'y mettra pas une culture très, très gourmande en ressources dans un sol qui est très très pauvre et qui est renaissant. Mais il existe des... Voilà. Il y a un proverbe portugais que j'aime beaucoup qui consiste à dire le temps ne respecte pas les choses qui ont été faites sans lui. Et dans les faits, c'est très très vrai. Et quand le sol, effectivement, a eu des années de destruction, il va falloir pratiquement autant de temps pour le reconstruire, voire des décennies. Et là, effectivement, Romuald a raison. Le Soleil est l'astre le plus important. Les différents cycles lunaires ont une deuxième importance. Après, les planètes intérieures et extérieures, donc Mercure, Vénus et la Lune pour les planètes intérieures, Mars, Saturne, Jupiter pour les planètes extérieures, ont également leur importance. C'est pas, si on fait n'importe quoi en termes d'agronomie, c'est pas le respect des influences planétaires qui va permettre de corriger et d'avoir des résultats extraordinaires. Mais pour pousser les processus, c'est quelque chose d'important. Parce que la plante, ces astres-là, ces influences-là, régulent le monde du vivant. Le monde du vivant est articulé, fonctionne sous le principe de la respiration. Il y a une phase d'expiration, donc c'est des forces qui vont vers l'extérieur. Il y a une phase d'inspiration. Elle est sur une année avec la courbe du Soleil. On parlait tout à l'heure de solstice d'hiver au solstice d'été. C'est les forces d'expiration. Du solstice d'été au solstice d'hiver, on est sur les forces d'inspiration. La Lune fait exactement ce même phénomène-là sur un mois et on a le même phénomène sur une journée. Et quand on veut intensifier en fait une intention, en fait, dans toutes les actions qu'on va faire, du moins c'est la vision de la biodynamie, il y a ce que l'on va mettre en œuvre, il y a le moment où on va le mettre en œuvre et l'intention qu'on va y mettre. Et ces trois réalités-là, quand elles rentrent en résonance, on a une action qui est décuplée. Donc, travailler en accompagnant et en travaillant dans un bon rythme permet à la plante de bien rythmer ses métabolismes. Et on obtient des actions qui vont un peu plus loin dans la stimulation et dans la régulation des processus. Et du coup, est-ce que cet impact planétaire, est-ce qu'il y a un impact sur la fleur également? Est-ce que tu as remarqué? Honnêtement, je n'ai absolument pas testé là-dessus, sur non, pas du tout. Alors, je peux répondre à la question. Oui. Il y a des personnes qui ont expérimenté ces différents cycles, notamment une personne qui s'appelle Maria Thun, qui a fait un gros travail de 1954 à 2009, qui a essayé, un jour elle a planté 1 mètre carré de carottes. Le lendemain, elle a pris le mètre carré à côté, elle a planté des carottes, et ainsi de suite. Et elle a observé le développement de la carotte au gré des différents cycles. Et elle a vu qu'il y a des cycles qui étaient plus prégnants que d'autres, et notamment ce qu'on appelle le cycle synodal, où la Lune va passer successivement devant les 12 constellations du zodiaque quand la Lune est observée de la Terre. Les influences des planètes de chaque constellation plus l'influence de la Lune vont s'additionner pour faire une influence particulière, plus tournée vers le système racinaire, vers la fleur ou vers le fruit. Et toutes les actions qu'on va faire dans l'accompagnement, dans la culture d'une production, va laisser une trace. Et la dernière trace qu'on va laisser, c'est la récolte. Et on obtient, notamment pour les fleurs, quand les fleurs sont récoltées en jour-fleur, elles vont avoir une conservation qui va être décuplée par rapport à la même fleur qui aura été récoltée la veille. Donc les phénomènes de qualité, le goût et l'évolution de la récolte sont effectivement des choses qui sont très tangibles pour le consommateur. Après, dans la pratique, c'est compliqué. J'avais rencontré un couple de maraîchers qui a fait, je sais plus, presque 30 ans en biodynamie. Et il disait que c'était aussi que le calendrier lunaire, il s'en servait comme un guide
mais pas un guide absolu à dire il faut absolument faire ça ce jour-là. C'était plutôt Pour faciliter, une façon aussi de s'organiser et dire si mon action sur le légume racine, je ne l'ai pas fait un jour racine, l'action suivante, je vais essayer de recoller, quoi. Parce que oui, on ne peut pas se dire on est en train de faire de la plantation, on arrête là parce qu'on change de jour, il y a des journées où il faut planter. Et il disait qu'en gros, eux faisaient attention au calendrier lunaire, pas au point d'être hyper strict sur les jours, mais de dire que voilà, s'ils avaient fait une impasse dessus, les étapes suivantes, ils essayaient de reprendre le calendrier lunaire. Et dit on essaye de coller le plus possible. Il dit mais ceux qui s'installent, alors après c'est une des choses moi, où j'ai appris en discutant avec des gens en biodynamie. Je ne me suis pas en biodynamie, j'ai utilisé quelques décoctions et autres. Mais les gens disaient que de l'extérieur, on a l'impression que c'est plus facile parce qu'en fait, il y a moins de traitements, il y a moins de choses et c'est énormément d'observations. Et ce n'est pas le nombre de traitements ou le nombre d'interventions qui vont compter, c'est la faire au bon moment, la bonne intervention au bon moment. Et donc, c'est énormément plus compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui se ramassent des belles gamelles en s'installant directement en biodynamie, alors qu'on ne connaît pas son sol, on ne connaît pas les cycles correctement des plantes, on ne sait pas trop l'environnement qu'on a, comment il va réagir, et on se rajoute une contrainte et en essayant de la tenir, mais au millimètre, et c'est des gens qui se ramassent des belles gamelles, et puis derrière vont dire non mais la biodynamie ça ne marche pas. J'ai fait des problèmes de mildiou sur pommes de terre où j'ai utilisé des préparations en biodynamie pour m'en débarrasser. Et c'est mon voisin en conventionnel qui lui traitait tous les 3 jours avec des produits largement plus corrosifs, on va dire, que les produits en biodynamie. Et il était venu me voir en me disant je comprends pas, moi je passe tous les 3 jours et j'ai encore un rond de mildiou et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et moi dans ma parcelle, parce qu'il pensait que le mildiou venait de chez moi du coup, parce que comme j'étais en bio, logique. Et dans ma parcelle il n'y en avait pas. Donc il ne comprenait pas pourquoi, alors que lui, il avait la science avec lui, il a la technologie, le produit, avec le protocole du produit qui lui dit de passer tous les 3 jours, et lui, il avait du mildiou. Et que moi, j'avais fait, donc il me dit, mais t'as traité? J'ai fait un passage avec une préparation avec de la prêle. Il dit, avec de la prêle, mais il fait, ça marche ça? Je fais, ça marche, j'ai pas de mildiou. Je fais, toi, t'as fait combien de passages, avec combien d'euros à chaque passage en plus, pour avoir du mildiou? Finalement, c'est plus économique. Largement en plus. Est-ce que ça l'a convaincu? Alors, moi j'ai une situation particulière, c'est que la parcelle qui est derrière ma ferme, j'en ai repris un morceau pour m'installer, donc j'ai pas des très bonnes relations avec les 2 frères qui étaient là. Par contre, j'arrive à discuter avec le fils qui est beaucoup plus curieux et beaucoup plus ouvert. Et justement, lui, ça l'a questionné en disant comment il travaille, en fait, comme son père travaillait. Et il reproduit un modèle sans vraiment se poser de questions. On prend un logiciel et puis on continue à l'utiliser alors qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour. Et lui, en fait, en regardant que dans la parcelle, il s'attendait, alors les pères s'attendaient à ce qu'il y ait du chardon partout, des orties, que la parcelle soit dégueulasse tout le temps, que ça ne produise rien, que ça soit plutôt un nid à parasites qui allait contaminer les autres parcelles autour. Puis ils se rendent compte que la ferme, il y a plutôt un équilibre, qu'il y a moins de parasites même quand il fait des récoltes sur le blé, par exemple. Au printemps, il peut y avoir des pucerons dessus. Il y a moins de pucerons sur les 30 premiers mètres le long de ma haie. Parce que dans la haie, il y a des choses qu'ils aiment bien manger, les pucerons, et qu'ils ont un habitat sur place. Du coup, ça pose des questions. Ça ne va pas le motiver à planter plus de haies, mais en tout cas, ça fait des réflexions. Par contre, le monde agricole, c'est un monde hyper lent. Et en général, les changements se pratiquent à changement de génération. C'est rarement des gens qui ont 30 ans d'installation qui arrivent à avoir le déclic. Ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Alors, moi, j'interviens que dans des modules maraîchage bio, du coup, donc plutôt avec des personnes en reconversion, des gens qui vont quitter un boulot, en général qui sont nettement surdiplômés et qui vont quitter pour un bien-être et une cohérence de vie. Donc en fait, le côté bio, il est quasi à 100% dans ces formations-là. Par contre, dans les formations plus standards, s'il n'y a pas l'option au départ d'être initié au bio, à la biodynamie, ou en tout cas à une pratique autre que l'agriculture conventionnelle, c'est quand même un modèle qu'on continue à reproduire. Quand on voit les gamins dans les classes, ce qui les fait rêver, c'est le tracteur géant avec le pulvé qui peut faire un stade de foot en un coup, quoi. Quand on leur dit qu'il faut descendre du tracteur pour aller observer ce qui se passe sur leur parcelle avant de décider s'ils font un traitement ou pas, ils ne comprennent pas. Non,
Il y a les coopératives sont là pour dire quand est-ce qu'on doit traiter. On a un problème dans le monde agricole, c'est qu'on a confisqué le savoir aux agriculteurs. On a mis en place des coopératives qui au départ devaient être un moyen d'aider, un moyen de mieux valoriser sa production. Et ça a été petit à petit confisqué par des commerciaux. Et maintenant les coopératives, j'ai un copain qui faisait de la salade en conventionnel, il disait le matin tu ne te poses pas la question, tu regardes le fax, et puis sur le fax il marquait faut traiter telle parcelle, faut traiter telle parcelle, faut traiter telle parcelle. Et ils ont la quantité de produits, le dosage, machin. Et il disait, en fait, on n'a même plus besoin on ne demande plus de réfléchir, on n'est plus qu'exécutant. Il dit, même si la parcelle, elle est à 30 km de la coopérative, ils savent qu'il y a du puceron, parce que après autant de jours de plantation, on doit faire un traitement pour ne pas avoir le puceron. Ça permet de vendre aussi. Souvent, les coopératives, ils achètent et ils vendent. Ils achètent les produits finis et ils vendent les engrais et les produits phyto qui vont avec. Donc, on comprend mieux les itinéraires de certaines coopératives sur ces trucs-là, quoi.